Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 24 mars. 80 000 véhicules par jour circulent sur la nationale 10 à hauteur de Trappes pour réduire les nuisances liées au trafic, mais aussi relier les différents quartiers. La première étape du chantier d'enfouissement de la N10 vient de démarrer. Nous ferons notamment le point avec notre invité Michel Perel de la direction des routes d'Île-de-France. Une fréquentation en chute libre, le château de Versailles a besoin d'aide. Le département des Yvelines va le soutenir financièrement, 15 millions d'euros sur 3 ans. Et puis, au cours de ce journal, rencontre avec Stéphanie Gastaldin, qui vient de créer son entreprise de cosmétiques nommée Linae et située à Saint-Germain-en-Laye. La marque met en avant des produits naturels et se veut proche des femmes et aussi des restaurateurs qui cuisinent en EHPAD à Sartrouville. Pour débuter, d'abord, cette information sport, la saison de football amateur pour les championnats départementaux et régionaux est arrêtée définitivement. La Fédération française de football a annoncé sa décision cet après-midi. Elle fait suite à la mise en place d'un nouveau confinement dans le pays pour 16 départements, dont ceux de l'Île-de-France, et avec une épidémie de Covid-19 qui ne faiblit pas. Cette décision entraîne une saison blanche pour ces compétitions amateurs, pas de montée ni de descente pour les clubs engagés dans ces championnats. En ce qui concerne la Nationale 2 et la D2 féminine, suspendue pour le moment, la décision sera prise ultérieurement. Comme je vous le disais en titre, la Nationale 10, qui à terme sera enfouie, continue sa mue après un début de chantier en juillet 2018. Plus de 80 000 véhicules l'empruntent chaque jour. Des équipes travaillent actuellement au niveau du pont Cachin, tout proche de la mairie de Trappes. Juste avant d'accueillir notre invité à ce sujet, on fait le point avec Mélanie Poquet, Justine Brasier et Patrick Jacques de Dixmude. Le pont Cachin ne sera bientôt plus dans le paysage. Depuis le 1er mars, le chantier a débuté tout proche de la mairie de Trappes. Avant la mise en place d'une dalle et l'enfouissement de la Nationale 10, les ouvriers préparent un pont provisoire. Pour garantir la circulation sur la RD 36, on est obligé donc de réaliser un ouvrage provisoire, donc un pont provisoire, pour garantir la circulation durant les travaux de la dénudation de la RN 10. Donc ces travaux de la dénudation de la RN 10 qui vont durer à peu près 2 ans et demi. Donc on est obligé de garantir la circulation sur la RD 36, que ce soit pour les piétons que pour les usagers. Et donc ce pont provisoire sera construit effectivement jusqu'à l'été et donc sera mis en circulation d'ici là. Le pont Cachin sera démoli dans le courant de l'été. Le chantier de la Nationale 10 court sur toute la commune de Trappes. 2 autres dalles permettront de rejoindre le nord et le sud de la ville, au niveau du pavillon bleu et de la station-service. Une traversée principale sur un plateau de près de 3000 m², donc c'est immense, juste sous la mairie de Trappes, devant la mairie de Trappes. Donc là on va aménager toute une place qui va devenir une vraie agora de la ville de Trappes où on pourra se retrouver pour faire la fête, pour le marché du dimanche matin. Une concertation en ligne va être lancée dans les mois qui viennent auprès des habitants. Les 2 autres aménagements concerneront les traversées piétonnes et à vélo. Et pour continuer de parler de ce chantier de la Nationale 10, avec nous en visioconférence, nous accueillons Michel Perel. Bonsoir. Bonsoir Eleonore. Vous êtes le responsable de la maîtrise d'œuvre de ce chantier pour la direction des routes d'Île-de-France, la DIRIF. Alors, pour rappel, ce projet d'enfouissement de la N10 remonte à 1999. Il consiste à déniveler l'axe routier sur une longueur de près de 800 mètres jusqu'à 7 mètres de profondeur à hauteur de l'hôtel de ville de Trappes. Des travaux préparatoires ont été lancés en 2018 et ont duré environ 2 ans. On l'a entendu dans le reportage à l'instant, le chantier a enfin démarré et enfin pu réellement démarrer. Il durera entre 6 et 7 ans. Du coup, quelles sont justement les prochaines étapes à venir, que ce soit dans les prochaines années ou même récemment, dans ce chantier, Michel Perel? Alors, ce que nous avons lancé très récemment, c'est donc la construction d'un pont provisoire pour remplacer le pont Marcel Cachin, qui supporte la RD 36. Cet ouvrage provisoire va nous permettre de creuser la RN et donc de démolir le pont actuel qui empêcherait ces travaux-là. Dans un deuxième temps, donc ces travaux vont nous conduire jusqu'à cet été. Et dans un deuxième temps, on va attaquer les travaux de réaménagement du carrefour entre la Nationale 10 et la RD 912, donc c'est au nord, à l'entrée de Trappes en Yvelines par le nord. On va réaménager ce carrefour donc en giratoire à feu avec un passage souterrain. Donc là, c'est une phase de travaux qui durera environ 2 ans.
et qui va apporter des bénéfices en termes de fluidification de la circulation dans le secteur. Ensuite viendra vraiment la plus grosse phase de travaux qui est vraiment le creusement de la RN10, qui va permettre de la caler 7 mètres en dessous de son niveau actuel et de construire par-dessus 3 dalles. Et enfin, ce chantier se terminera avec le réaménagement du carrefour entre la Nationale 10 et la départementale RD 23 au sud de Trappes. Donc un chantier, je le rappelle, entre 6 et 7 ans, en tout cas pour les 6 prochaines années. L'objectif du coup de ce chantier et de ce projet, c'est de désenclaver les quartiers nord, notamment de Trappes, mais c'est aussi de réduire les nuisances du trafic routier, nuisances classées en catégorie sonore 1, c'est la plus haute. Et je rappelle, donc c'est ces 80 000 véhicules environ jour qui empruntent cet axe qui font cette nuisance. Ce chantier, j'imagine qu'il aura un impact sur la circulation dans les prochains mois, mais aussi dans les prochaines années. Et justement, quel sera cet impact ? Alors, vous le savez, la RN10, c'est un axe particulièrement congestionné, le matin, le soir, très régulièrement. Notre engagement sur ce chantier, c'est de ne pas aggraver ces conditions de circulation qui sont déjà compliquées. Et concrètement, ça veut dire que pendant tout le chantier, pendant les 6 ans, on s'efforcera de maintenir à tout moment la circulation à 2 fois 2 voies sur la nationale. Donc ça va impliquer la création de chaussées provisoires, puisque quand à certains moments on va creuser en lieu et place de la nationale actuelle, eh bien, il va falloir créer une chaussée à côté, une chaussée provisoire, pour qu'à tout moment il y ait 2 fois 2 voies de circulation sur cet axe et qu'on gère ainsi la circulation de la façon dont on le connaît actuellement. Et ceci est particulièrement important durant la période événementielle des Jeux Olympiques de Paris à l'automne 2024, où en plus de ces mesures, il y aura une activité du chantier qui sera ralentie, et il y aura une information sur les conditions de trafic qui sera renforcée pour faire en sorte que ce chantier que les convois d'athlètes et que le public aussi puisse se rendre dans les meilleures conditions au site olympique du secteur. Je pense aussi d'Elancourt, de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, parce qu'il y aura probablement et évidemment même plus de circulation pendant cette période. Du coup, en tant que responsable, vous, de la maîtrise d'œuvre, Michel Perel, quel est le rôle de la DIRIF, de la direction des routes d'Île-de-France sur ce chantier, sur ce projet ? Alors, la DIRIF est maître d'ouvrage de ce chantier, mais elle est accompagnée de partenaires financiers que sont la région Île-de-France, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le département des Yvelines et la ville de Trappes en Yvelines. Ces partenaires financiers sans qui cette opération ne pourrait pas se faire. Parce que concrètement, la DIRIF qui entretient, exploite et modernise 1200 km d'autoroutes et de voies rapides en Île-de-France, elle investit ses moyens limités en modernisation du réseau pour fluidifier et sécuriser la circulation. Or là, comme vous l'avez très bien présenté, on est sur une opération beaucoup plus ambitieuse qui vise à rétablir de la continuité urbaine entre les quartiers nord et sud de Trappes. Donc on est sur une opération d'ampleur qui est aujourd'hui estimée à 95 millions d'euros. Et donc on est en partenariat fort avec les collectivités locales pour définir et financer ce projet. Et je dirais même au-delà de l'apport financier que nous apportent ces partenaires, ils nous apportent également des facilités foncières. Ils ont mis à disposition, par exemple, des terrains qui leur appartenaient, qui sont nécessaires pour la réalisation des travaux. Justement, vous parliez finance. Ce projet, c'est un projet de longue date, je l'ai rappelé, 1999, qui a connu quelques péripéties, justement sur le financement par l'État. Une inversion des phases de travaux a dû être faite pour que le gouvernement n'engage pas une part financière trop importante. Au lieu d'être la première étape, cet enfouissement de la N10 dont vous parliez, qui sera la dernière étape de ce chantier. Est-ce que l'on peut espérer quand même voir cette N10 enfouie d'ici 6-7 ans ? 6 ans de travaux sont nécessaires, donc on a débuté cette année et on a pour objectif de terminer en 2026 dans le budget qui est aujourd'hui alloué à l'opération. Donc cet objectif sera tenu, vous l'espérez, j'imagine ? C'est notre objectif. On est au tout démarrage des travaux. Les aléas sont devant nous, donc je serais bien présomptueux d'en être certain, mais c'est l'objectif et nous sommes soutenus par les partenaires pour y arriver.
Eh bien, merci Michel Perel d'avoir été avec nous sur ce plateau par visioconférence. Merci. Dans l'actualité également, vendredi dernier, les conseillers départementaux ont voté le budget pour l'année 2021, 1,6 milliard d'euros. Si les recettes se maintiennent, les dépenses sont en augmentation pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire. Les explications de Nicolas Dandry. Un budget adapté à la Covid pour le département en 2021. Acteur de la politique sociale sur le territoire, le conseil départemental des Yvelines va notamment consacrer 183,6 millions d'euros au versement du revenu de solidarité active, soit 15% de plus qu'en 2020. Une obligation puisque le nombre de bénéficiaires a augmenté de plus de 6% dans les Yvelines. Ce qui est lié à l'augmentation du chômage longue durée, qui est lié à la fois à la crise sanitaire et à une vieille crise yvelinoise qui perdure, qui est celle de la crise industrielle. Les Yvelines, qui sont un département industriel, ont vu beaucoup de ces industries, sous la force de la concurrence étrangère, baisser pavillon. Avec un budget de 1,6 milliard d'euros, le département des Yvelines peut compter sur le maintien de ses recettes sans augmentation d'impôts. Les compensations et les dotations augmentent ou sont stables, donc c'est pour nous une douce nouvelle. Et nous avons une bonne tenue d'une recette fiscale importante que sont les droits de mutation. Donc nous sommes assez optimistes là-dessus. Le département poursuit aussi ses investissements dans le soutien aux communes, la rénovation urbaine ou encore dans la mobilité. Une enveloppe globale de 467 millions d'euros, tout en restant attentif à la crise sanitaire. Vous avez vu que le département est, parce qu'il a une gestion extrêmement parcimonieuse, extrêmement réfléchie et plutôt en bonne situation financière, s'il faut, je le redis, utiliser cette bonne santé financière pour financer des opérations qu'on n'avait pas l'habitude de financer dans le cadre de la pandémie, nous le ferons. Le département a par exemple débloqué 15 millions d'euros pour venir en aide aux commerçants. Direction Mantes-la-Jolie, où une petite moitié des professeurs des collèges Chénier et Cézanne ont fait grève hier, mardi 23 mars. Objectif, protester contre la destruction de leur établissement et le regroupement des élèves dans le futur collège actuellement en construction en plein cœur du Val-Fouré. 600 élèves au total. Selon les syndicats, de nombreuses mutations de professeurs auraient été demandées suite à ce projet. Une autre information également, cette fois-ci à Saint-Germain-en-Laye, le collège Debussy est fermé jusqu'au 31 mars pour cause de Covid-19. Cela fait suite à des tests salivaires réalisés mardi 23 mars sur les élèves qui auraient montré un taux élevé d'élèves positifs au Covid. 5% des 336 élèves des cours en distanciel seront donc mis en place à partir de demain, jeudi 25 mars, et ce jusqu'au 31 mars inclus. Et direction Versailles à présent, le château a besoin d'aide. En 2020, l'ancienne demeure des rois de France n'a eu que 2 millions de visiteurs contre 8,2 millions l'année précédente. Un manque à gagner de 70 millions d'euros. Le département des Yvelines a donc prévu une enveloppe pour l'aider, 15 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Reportage d'Astrid Bergère. 15 millions d'euros sur 3 ans. Le département des Yvelines soutient le château de Versailles. Ouvert 192 jours seulement en 2020, il est aujourd'hui bien vide de son public et par conséquent en difficulté financière. Dans les Yvelines, c'est incomparablement le symbole de l'élégance, de la puissance de l'histoire, de la force de l'art. Et c'est en quelque sorte un phare. Aussi, les difficultés que connaît aujourd'hui le château de Versailles méritaient que, alors que le département est en train d'aider l'ensemble des acteurs économiques, en particulier dans le secteur touristique, il nous apparaissait normal d'aider aussi le château de Versailles. Une aide nécessaire pour le château. 75% de ses ressources propres viennent de la billetterie, un manque à gagner considérable estimé à 70 millions d'euros. L'aide que nous apporte le département des Yvelines est fondamentale pour pouvoir continuer les travaux d'entretien du château de Versailles, pour pouvoir développer des projets auxquels nous aurions dû renoncer si nous n'avions pas eu ce soutien. Et comme j'ai coutume de le dire, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, c'est ce que nous perdons pour les années à venir. Même si le château est aujourd'hui fermé au public, les équipes doivent s'assurer qu'au moment de la réouverture, tout soit prêt pour accueillir les visiteurs. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est fait pour accueillir le monde entier et on doit maintenir
jour après jour le château de Versailles en état. C'est sa force pour le monde. C'est de cette manière-là qu'il rayonnera encore et toujours devant tous nos amis étrangers, mais aussi pour la France. Un soutien qui permettra entre autres de participer à la rénovation des organes de sécurité de l'Opéra Royal et à la réfection des toitures et des façades de plusieurs bâtiments. Une marque de cosmétiques naturels et proche des femmes, c'est le but de l'entreprise Linae. Née il y a moins de 2 ans à Saint-Germain-en-Laye, elle souhaite maintenir un contact fort avec sa clientèle face à la crise sanitaire. Les précisions de Bichente Mérien-Santisteban. Après avoir travaillé 10 ans pour de grandes enseignes cosmétiques, Stéphanie Gastaldin a décidé de créer sa propre marque. Un projet né fin 2019 à Saint-Germain-en-Laye. D'où m'est venu effectivement Linae, c'est avant tout le lin. Donc je suis originaire de Normandie, fille et petite fille de liniculteurs normands. Donc le lin, il m'est apparu comme une évidence pour devenir le parfait messager d'une culture, d'une cosmétique à la fois locale et éco-responsable, en plus riche de bienfaits. Malgré les restrictions sociales, l'entreprise souhaite être proche des femmes. Un produit n'est validé que lorsqu'il est 100% approuvé par les futures clientes. On leur fait tester également les soins sous forme donc d'un questionnaire. Donc elles testent à domicile les soumissions et elles suivent question par question le questionnaire et elles répondent en fonction des différents critères, la sensorialité, l'efficacité. Des produits approuvés par les professionnels avec l'attribution de récompenses officielles, comme le prix du meilleur produit naturel des cosmétiques Mag Awards pour le soin de jour. Savoir concrètement, surtout à une époque où on a besoin de savoir quelle est l'origine de nos produits. J'ai été très rassurée par la provenance et par la qualité des produits. J'ai pu faire les tests et puis 1 an et demi que je les utilise et que j'en perçois quotidiennement les bienfaits. C'est vrai qu'aujourd'hui, la cosmétique peut parfois faire peur, il faut le dire. Avec Linae, je rassure les femmes. De par la composition, on est entre 98 et 100% d'ingrédients d'origine naturelle, jusqu'à 59% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. La marque est implantée dans une dizaine de boutiques privilégiant le Made in France et la cosmétique naturelle et sur des plateformes internet, en plus d'avoir son propre site. Et pour refermer ce journal, on le sait, les restaurateurs sont fermés depuis plusieurs mois à cause de la crise sanitaire. Face à cela, le groupe Philo Géris, qui dirige 12 EHPAD, a décidé d'ouvrir ses cuisines aux restaurateurs. Exemple à la résidence Montrepos de Sartrouville par Célia Gatsongo. Porte close depuis 5 mois pour ce restaurant, mais à l'intérieur, on s'affaire en cuisine pour 40 couverts à midi. Des clients peu banals puisqu'il s'agit aujourd'hui de résidents de l'EHPAD Montrepos situé à Sartrouville. 40 repas, on ne le fait pas tous les jours, depuis plus d'1 an maintenant. Donc évidemment, nous, ça nous rappelle les temps avant Covid. Ça me fait plaisir à moi, bien sûr, de pouvoir travailler. Donc non, c'est un plaisir pour tout le monde. Et j'espère que ce sera un plaisir pour les résidents également. Les restaurateurs, pendant 5 jours cette semaine, viennent assembler les ingrédients et dresser dans les assiettes. Ils assurent même le service avec l'équipe restauration. Les sourires se lisaient sur les visages des résidents. C'est bien, parce que dans le fond, c'est un effort de leur part. Et nous, on en profite. Oui, c'est très bien, comme ça on est tous ensemble et puis ça change un petit peu. Les seuls plaisirs qu'il reste aux résidents dans les EHPAD, ce sont les activités et la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu tabler sur cette partie restauration. Au menu aujourd'hui, en entrée, un velouté de champignons avec noisettes torréfiées et huile de truffe. Ensuite, steak de thon mi-cuit à la plancha accompagné de petits légumes au wok à la sauce soja. Et enfin, en dessert, un ananas rôti avec une mousse rhum coco et un coulis de mangue. L'idée, c'était de leur faire des petites choses originales, leur apporter des goûts un petit peu différents. Je sais que j'ai prévu dans la semaine certaines choses un petit peu originales, des desserts avec une mousse à l'estragon notamment. Des petites choses qui vont, je pense, titiller un peu leurs papilles. En plus des 34 résidents, 3 familles ont été invitées au repas. Très content d'un petit repas, là, c'est une superbe idée, je trouve, pour les restaurateurs qui souffrent un peu plus de cette période. Comme quoi, avec des bonnes idées, des fois, on peut passer des bons moments malgré les conditions difficiles. Cette opération pourrait continuer jusqu'à la réouverture des restaurants avec un repas par semaine. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.